Il existe des trahisons qui viennent des ennemis. On s'y attend, on s'y prépare. Quand quelqu'un qui ne vous a jamais voulu du bien vous fait du mal, c'est terrible, mais pas surprenant. La blessure guérit différemment, car au moins, on en a compris l'origine. Mais il existe une autre forme de trahison. Ce genre de reproche vient de la personne qui était censée être votre premier rempart, votre premier amour. La première voix que vous avez entendue au monde. Celle dont le rôle, son seul et unique rôle, était de vous protéger jusqu'à ce que vous soyez assez forté pour vous protéger vous-même. Quand cette personne vous vend, pas au sens métaphorique, pas comme on parle parfois de sacrifice ou de choix difficiles, quand cette personne vous livre réellement, en échange d'argent, à un homme assez âgé pour être votre grand-père, cette blessure ne guérit pas de la même manière, parce que cela ne vous fait pas seulement du mal. Cela change votre perception du possible, de ce que vous croyez mériter et de ce que vous croyez que le monde vous doit. Mariama avait 15 ans lorsque sa mère l'a vendue. Elle ne le comprenait pas pleinement à l'époque. Les enfants saisissent rarement toute la portée des choses terribles qui leur arrivent. Ils comprennent ce qu'ils ressentent, la peur, la confusion, la douleur particulière d'une porte qui se ferme alors qu'elle n'aurait jamais dû se fermer, mais la pleine compréhension vient plus tard, parfois des années plus tard. Quand on est assez grand pour se retourner et dire « ce n'était pas de l'amour, ce n'était jamais de l'amour, l'amour n'a pas de prix ». Mariama a passé des années à apprendre cette leçon. Et puis elle a passé des années à construire quelque chose de l'autre côté. Voici son histoire. Le village de Pelengana se situait à 12 km de Ségou, au cœur du Mali. C'était un village de paysans et de pêcheurs, de femmes qui se levaient avant le soleil et d'enfants qui jouaient jusqu'à la tombée de la nuit. Un village où la mosquée était le centre de tout. Non seulement pour la prière, mais aussi pour les nouvelles, les décisions et pour la gestion sociale propre à cette communauté qui se connaissait depuis des générations. Le père de Mariama, Ibrahima Koulibaly, était un homme respecté de Pelengana. Paysan, homme de parole, il prenait le temps chaque soir de s'asseoir avec ses enfants et de leur raconter des histoires tirées du Coran et de l'histoire de leur peuple. Il n'était pas riche, mais il était présent. Il était le genre de père dont les enfants se sentaient aimés. Il était décédé lorsque Mariama avait 9 ans. Une fièvre soudaine qui l'a emporté avant même que sa famille n'ait pleinement compris sa gravité. Et tout avait changé. La mère de Mariama s'appelait Aïssata. Avant la mort d'Ibrahima, Aïssata était une présence plus discrète, compétente, responsable, attentionnée, à la manière pragmatique d'une femme dont le rôle principal au sein du foyer était de perpétuer le mode de vie de son mari. Elle n'avait pas eu à prendre les grandes décisions. Elle n'avait pas eu à gérer l'argent, les dettes, ni les relations avec la famille élargie. Après sa mort, elle avait dû tout faire. Et elle n'avait pas été à la hauteur. Ce n'est pas dit par cruauté. Certaines personnes sont faites pour certains défis et pas pour d'autres. Aïssata était faite pour la vie qu'elle menait avec Ibrahima. Sans lui, elle avait lutté, d'abord en silence, puis ouvertement, puis dans le désespoir de quelqu'un qui sombre. Elle avait d'abord vendu le bétail, puis les beaux meubles, puis les parcelles de terre qu'Ibrahima avait toujours présentées comme étant destinées à l'avenir des enfants. Les dettes avaient continué à augmenter, et, en marge de ces dettes croissantes, certains hommes étaient apparus, des hommes aisés ayant des intérêts spécifiques. El Hadji Boubacar Traoré avait 63 ans. C'était un marchand de Ségou, un homme qui avait bâti sa fortune en 4 décennies de commerce, qui avait survécu à 2 épouses, dont les enfants étaient adultes et dispersés, qui vivaient dans une grande maison avec trop de pièces, et la solitude particulière d'un homme dont l'argent avait survécu à ses projets. Il avait entendu parler des difficultés de la famille Koulibaly par le biais du réseau d'hommes qui sont au courant de ce genre de choses. Il était arrivé à Pelengana un jeudi. Il avait parlé à Aïssata. Il avait fait une offre. L'offre était pour Mariama. On ne parle pas comme ça. On ne parle jamais de ces choses-là de cette façon.
Le langage employé évoquait le mariage, la sécurité, l'avenir de la jeune fille, un foyer chaleureux. Il était soigneusement étudié et structuré, comme pour évoquer un arrangement plutôt qu'une simple transaction. Mais l'argent a changé de main. Et c'est ce qu'est une transaction. Mariama était dans la cour en train de puiser de l'eau au puits lorsque sa mère l'a appelée à l'intérieur. Elle avait trouvé sa mère assise dans la pièce principale en compagnie d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Âgé, bien habillé, il la regardait avec l'attention particulière de quelqu'un qui examine un objet qu'il envisage d'acheter. Elle avait senti quelque chose de froid la traverser sans comprendre pourquoi. Sa mère lui avait dit « Mariama, viens saluer El Hadji Traoré, il est venu parler de ton avenir. » Mariama avait regardé sa mère, et dans les yeux de sa mère, dans la façon dont Aïssata ne pouvait pas tout à fait soutenir le regard de sa fille, elle avait vu quelque chose qu'elle passerait des années à essayer de nommer et qu'elle avait, finalement nommé ainsi, une honte qui n'était pas assez forte pour arrêter ce qui se passait. « Quel avenir ?» avait demandé Mariama. « Une bonne », avait dit sa mère. « Assieds-toi. » Elle ne s'était pas assise. « Maman », avait-elle dit. Juste ce mot. La façon dont un enfant le prononce quand il a besoin qu'il signifie tout. « Protège-moi, regarde-moi, ne fais pas ça ». Aïssata avait détourné le regard. L'accord avait été officialisé en 3 jours. On n'avait pas demandé la permission à Mariama. On l'avait informée. C'était là toute la formalité, la cruauté singulière enveloppée dans le langage de la tradition et des convenances, la façon dont les choses terribles sont parfois parées de vêtements respectables pour que tous puissent faire comme si ces vêtements étaient la réalité. L'imam du village était intervenu. Il semblait mal à l'aise. Une longue conversation avait eu lieu à huis clos, à laquelle Mariama n'avait pas été autorisée à assister. On avait évoqué son âge. El Hadji Traoré avait réagi. Il avait été question d'argent. Le malaise s'était dissipé. La tante de Mariama, Fanta, la sœur de son père, l'avait découvert 2 jours plus tard. Elle était arrivée à la maison comme une tempête. Aïssata, avait-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte, les bras le long du corps. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Aïssata n'avait pas pu le lui dire. Fanta s'était tournée vers sa nièce. Mariama était assise dans un coin de la pièce, immobile, comme le font les enfants lorsque le monde des adultes fait quelque chose d'effrayant autour d'eux. Fanta était venue à elle. Elle s'était agenouillée devant elle. Elle avait pris son visage entre ses mains. « Je trouverai un moyen », avait-elle dit. Sa voix était assurée, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Je trouverai un moyen d'arrêter ça. » Mariama avait regardé sa tante, cette femme qui était son père sous une forme féminine, qui avait la même franchise, la même constance, le même refus d'être émue par des choses qui ne devraient pas émouvoir une personne. « Tu peux ?» avait demandé Mariama. Fanta n'avait pas répondu immédiatement. Ce silence avait tout révélé à Mariama sur les limites de l'amour lorsqu'il se bat contre l'argent. Fanta avait essayé. Elle s'était tournée vers la famille élargie. Elle s'était adressée au conseil du village. Elle avait argumenté, fait appel, invoqué le nom d'Ibrahima, le nom d'un homme respecté dans ce village, dont la fille méritait mieux que cela. Certaines personnes avaient approuvé ses propos en privé. Aucun d'eux n'avait agi publiquement. Parce qu'El Hadji Traoré avait de l'argent, et dans un village pauvre, l'argent a plus de poids que les principes. La veille du mariage, Fanta était venue seule chez Mariama. Elle avait apporté un peu d'argent, tout ce qu'elle possédait, et elle l'avait glissé dans la main de sa nièce. « Si tu as l'occasion de partir, » avait-elle dit doucement, « pars. Ne te retourne pas. Trouve ton chemin jusqu'à Bamako. Trouve une femme nommée Kadiatou Diallo. Elle dirige un centre pour jeunes filles à Hamdalay. Dis-lui que c'est Fanta qui t'envoie. » Mariama avait regardé l'argent qu'elle tenait à la main. « Et si je ne peux pas partir ?» avait-elle demandé. Fanta l'avait regardée avec les yeux d'une femme qui s'était battue de toutes ses forces et qui savait que ce n'était pas suffisant. « Alors tu survis », avait-elle dit, « et tu reconstruis.
et un jour tu reviens d'un endroit qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Elle avait pris le visage de sa nièce entre ses mains. « Tu es bien la fille de ton père », avait-elle dit. Il n'a pas cédé, toi non plus. Le mariage avait eu lieu. Il est inutile de s'étendre sur les détails. Une cérémonie en apparence correcte, mais fondamentalement injuste. Un vieil homme, recevant une jeune fille de 15 ans comme troisième épouse dans une maison imprégnée du deuil d'une autre femme, la précédente épouse était décédée 2 ans auparavant et son absence se faisait sentir partout, comme une présence palpable. Mariama had entered El Hadji Traoré's house in Ségou. Elle avait observé les pièces, le mobilier, le silence, la taille qui donnait l'impression d'une solitude incarnée. Et elle avait repensé aux paroles de Fanta. « Si vous avez la possibilité de partir ». L'occasion s'est présentée 6 semaines plus tard. El Hadji Traoré était en voyage d'affaires. Il se rendit à Mopti pour un séjour de 8 jours, selon ses dires. Il repartit avec des instructions précises pour le personnel de maison concernant les déplacements de Mariama, ce qu'elle était autorisée à faire et ce qui lui était interdit. Le personnel de maison était composé de 2 personnes, une femme âgée nommée Hawa, qui cuisinait et faisait le ménage et qui travaillait chez El Hadji depuis 12 ans, et un homme plus jeune nommé Drissa, qui s'occupait des courses et des livraisons. Dès le premier jour, Hawa avait regardé Mariama avec des yeux qui disaient « Je te vois. Je sais ce qui se passe. Je n'ai aucun pouvoir pour y changer quoi que ce soit. Mais je te vois. » Le 3e jour de l'absence d'El Hadji, Hawa était venue dans la chambre de Mariama le soir. Elle n'avait rien dit. Elle avait posé un sac par terre. À l'intérieur se trouvaient des vêtements de rechange, de la nourriture et un peu d'argent. Elle avait regardé Mariama. « Il y a un bus qui part de la gare routière à 5 heures du matin, » avait-elle dit. « Il va à Bamako. Drissa dormira. Je laisserai la porte arrière ouverte. » Elle s'était retournée pour partir. « Pourquoi fais-tu ça ?» avait demandé Mariama. Hawa s'était arrêtée. « Parce que j'ai eu ton âge moi aussi, » avait-elle dit. « Et personne ne m'a ouvert la porte de derrière. » Elle était sortie. Mariama était partie à 4h30 du matin. Elle avait traversé la maison silencieuse, par la porte de derrière que Hawa avait laissée ouverte, dans les rues de Ségou avant l'aube. Elle n'avait pas regardé en arrière. Pas à la maison, pas en ville, pas en direction de Pelengana où se trouvait sa mère. Elle avait marché jusqu'à la gare routière. Elle avait acheté un billet avec l'argent de Fanta. Elle était assise dans le bus, dans l'obscurité avant l'aube, son sac sur les genoux, et elle avait récité une prière, non pas la prière formelle de la mosquée, mais la prière privée d'une enfant effrayée qui est aussi, sous la peur, quelque chose de plus fort que la peur elle-même. Déterminée, elle avait fermé les yeux. Le bus avait bougé. Bamako l'a frappé comme un mur de son, de chaleur et de mouvement. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une ville. Son immensité, la circulation, le bruit, le nombre impressionnant de personnes se déplaçant dans tous les sens l'avaient submergée et terrifiée, et aussi sous cette terreur, un premier aperçu d'un monde plus vaste que celui qui avait tenté de la contenir. Elle avait trouvé le centre de Kadiatou Diallo après avoir demandé son chemin à 3 reprises, s'être perdue 2 fois et avoir finalement été orientée vers un ensemble immobilier dans le quartier de Hamdaley par une femme vendant des mangues qui l'avait regardée un instant puis lui avait indiqué le chemin sans poser de questions. Le centre était un bâtiment situé derrière un mur vert. Le portail était ouvert. Mariama était passée. Kadiatou Diallo avait 45 ans. Elle possédait l'énergie particulière d'une femme qui, après une longue carrière, a trouvé son rythme. Elle dirigeait le centre, un foyer et un programme éducatif pour jeunes filles en difficulté, avec la chaleur et le pragmatisme que la tâche exigeait. Elle avait tout vu. Fugueuse. Fille issue de mariages forcés, filles dont les familles avaient fait des choix particuliers à leur sujet, filles arrivées à la porte verte sans rien, mais avec la détermination terrifiée de celles qui viennent d'accomplir l'acte le plus courageux de leur vie. Elle avait regardé Mariama. 15 ans, un petit sac,
le nom de Fanta dans sa bouche. « Entrez », avait-elle dit. « Avez-vous faim » Mariama avait hoché la tête. « Alors on mange d'abord », avait dit Kadiatou. « Et ensuite, tu me dis ce que tu veux ou ce que tu veux. » Mariama était restée. Pas seulement pour quelques jours ou quelques semaines. Elle était restée 2 ans, les années qui ont jeté les bases de tout ce qui a suivi. Le centre proposait un programme scolaire, d'abord l'enseignement primaire, puis le secondaire. Mariama s'y était investie corps et âme, avec la soif d'apprendre de quelqu'un qui sait que le savoir est la seule chose qu'on ne peut vous enlever. Au début, elle avait du retard scolaire. Cela ne la dérangeait pas. Elle travaillait, elle veillait tard. Elle posait des questions jusqu'à ce que ses professeurs soient satisfaits, puis elle en posait encore. Kadiatou avait observé la scène et avait reconnu quelque chose. Elle avait également fait quelque chose de concret. Elle avait aidé Mariama à entrer en contact par le biais de voies légales, par l'intermédiaire des organisations qui traitaient de telles affaires, avec le processus qui permettrait de documenter officiellement sa situation et de la protéger d'un retour au domicile d'El Hadji Traoré en tant qu'épouse en fuite. Cela avait pris du temps. Il y avait eu de l'incertitude. Il y avait eu une période où l'issue n'était pas claire. Mais l'issue du procès s'était jouée en faveur de Mariama. Elle était libre, légalement, formellement et totalement gratuitement. Le jour où les documents furent finalisés, Kadiatou l'avait convoquée dans son bureau. « Vous comprenez ce que cela signifie » avait-elle demandé. « Oui » avait dit Mariama. « Cela signifie que tu peux construire » avait dit Kadiatou. « Sans avoir peur constamment, sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu peux construire. » Mariama avait observé cette femme qui lui avait ouvert un portail vert, l'avait nourrie sans lui poser de questions difficiles et avait érigé un mur de protection autour d'elle le temps qu'elle prenne ses marques. « Merci » avait-elle dit. « Ne me remerciez pas » avait dit Kadiatou. « Construisez, c'est la seule gratitude qui compte. » Pendant ce temps, à Pelengana, Aïssata Koulibaly vivait avec les conséquences de ses actes. Cela n'avait pas apporté la paix qu'elle avait imaginée. L'argent d'El Hadji avait effacé les dettes temporairement. Mais les dettes étaient revenues, car la situation qui les avait engendrées n'avait pas changé. Et avec les dettes était apparue autre chose. Quelque chose qui vivait dans la maison avec elle. Invisible, silencieux, mais présent. L'absence de Mariama. C'était dans la chambre où elle avait dormi, dans la cour où elle avait puisé de l'eau, dans chaque espace qu'avait occupé la jeune fille, désormais occupé uniquement par le poids précis de ce qui avait été fait. Fanta n'avait pas parlé à sa belle-sœur depuis le mariage. Le village avait continué d'avancer comme le font les villages, comme le font les communautés, absorbant les choses terribles dans leurs cours ordinaires, car l'ordinaire doit continuer. Mais Aïssata savait ce qu'elle avait fait. Elle le savait la nuit, lorsqu'elle restait éveillée. Elle le savait à la mosquée, lorsqu'elle a essayé de prier. Elle le savait comme on sait les choses qu'on ne peut ignorer. Mariama avait quitté le centre à 10 à 7 ans avec son diplôme d'études secondaires et une orientation. Elle avait trouvé du travail à Bamako. D'abord des petits boulots, le genre de travail qu'une jeune femme sans expérience accepte lorsqu'elle arrive en ville et qu'il faut bien commencer quelque part. Une boutique. Puis un poste administratif dans une petite ONG. Enfin, grâce à une relation de Kadiatou, un poste dans une organisation œuvrant pour l'éducation des femmes. Elle était douée pour ce travail. Plus que bien, elle l'avait compris de l'intérieur. Elle savait ce dont les filles des programmes avaient besoin, non pas parce qu'elle l'avait étudié, mais parce qu'elle l'avait vécu. Ce savoir particulier, celui d'avoir survécu à une épreuve, de l'avoir surmontée et d'en être ressortie grandie, ne s'apprenait pas. Elle avait étudié le soir, une formation en gestion à temps partiel, puis un diplôme en développement social. Puis, grâce à une bourse pour laquelle Kadiatou l'avait aidée à postuler, un cursus complet à l'université de Dakar. Elle était partie à Dakar à 21 ans. Elle avait contemplé cette ville, son bruit, son mouvement, son énergie si particulière et elle avait pensé « Je suis prête. Je me prépare à cela depuis l'âge de 15 ans. »
À Dakar, elle avait étudié pendant 3 ans. Les années avaient été bien remplies. Elle avait travaillé à temps partiel dans une association tout en étudiant. Elle avait envoyé de l'argent à Fanta à Pelengana quand elle ne le pouvait pas à sa mère, pas encore à Fanta qui s'était agenouillée devant elle et lui avait dit « Je trouverai une solution » et qui avait eu l'honnêteté d'admettre qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait rencontré des gens qui construisaient des choses. Elle avait compris que le travail qu'elle voulait faire, le travail d'aide aux filles dans des villages comme Pelengana, aux filles dans des situations semblables à la sienne, nécessitait non seulement un poste dans une organisation qui n'était pas la sienne, mais aussi quelque chose qui lui appartienne en propre. Elle avait commencé modestement, un programme, sans financement au début, puis une petite subvention, puis une plus importante. À 25 ans, elle avait déjà créé une organisation. On l'appelait Gigi, un mot de sa langue maternelle qui signifiait espoir. Ça arrive. Non pas parce qu'elle était bien financée, elle ne l'a jamais été suffisamment. Non pas parce que le travail était facile, il ne l'a jamais été. Mais parce que Mariama l'avait bâti sur le socle spécifique de sa propre expérience et que ce socle n'a pas fléchi sous la pression. À 28 ans, elle dirigeait une équipe de 7 personnes. Elle menait des programmes dans 3 régions du Mali et une au Sénégal. Elle s'était rendue une fois à Genève pour une conférence où elle avait présenté son travail à des participants venus de 30 pays, s'exprimant sans notes et avec une autorité incontestable. Un journaliste lui avait ensuite demandé d'où lui venait sa passion pour ce travail. Elle avait regardé le journaliste un instant. « Je parle de ma propre vie », avait-elle simplement dit. « Je sais ce dont ces filles ont besoin car j'étais l'une d'elles. » Le journaliste en avait demandé davantage. Mariama avait décidé du montant qu'elle allait donner. Elle avait donné assez pour que ce soit sincère sans tout donner. Certaines choses lui appartenaient. Elle était retournée à Pelengana à l'âge de 29 ans. Non pas parce qu'elle avait prévu un retour précis. Non pas pour faire quoi que ce soit. Elle était partie parce que Fanta avait fait savoir par l'intermédiaire d'un proche qu'elle ne se sentait pas bien, pas gravement, mais suffisamment mal pour que Mariama décide que le moment était venu. Elle avait fait le trajet depuis Ségou en voiture, sa propre voiture, une voiture pratique, sans fioriture, et était arrivée à Pelengana un jeudi matin. Le village était au courant de sa venue avant même son arrivée. Les villages le savent toujours. Elle était d'abord allée chez Fanta. Sa tante était assise dehors à l'ombre, plus mince que dans les souvenirs de Mariama, mais avec les mêmes yeux, les yeux de son père, les yeux qui ne clignaient jamais des yeux. Fanta avait longuement contemplé sa nièce. À la voiture, aux vêtements, à la femme qui était devenue la fille de son frère. « Tu es revenue » avait-elle dit. « Je suis revenue » avait dit Mariama. Elle s'était assise à côté de sa tante. Elle lui avait pris la main. Il n'avait plus dit grand-chose pendant un certain temps. Il n'en avait pas besoin. Elle était allée chez sa mère dans l'après-midi. Elle avait trouvé Aïssata plus âgée, d'une vieillesse particulière, celle de quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis longtemps. Cela se voyait sur son visage. La culpabilité se lit sur les visages, pas de façon spectaculaire, pas de façon évidente, mais dans l'expression singulière de quelqu'un qui se débat avec lui-même depuis des années. Il se tenait dans la cour, la même cour où Mariama avait puisé de l'eau au puits le jour où El Hadji Traoré était venu. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Puis Aïssata avait dit « Tu es revenu ». « Oui », avait dit Mariama. « Je ne pensais pas que vous le feriez. »« J'ai failli ne pas le faire », avait dit Mariama. Un silence. « J'ai réfléchi à ce que j'ai fait », avait dit Aïssata. Tous les jours, pendant 14 ans, Mariama avait regardé sa mère. Cette femme qui avait été sa première protection et qui avait failli à ce rôle au moment le plus crucial. Cette femme qui avait détourné le regard quand sa fille avait appelé sa mère « maman » comme une supplique. « Je sais », avait dit Mariama. « Je ne peux pas revenir en arrière », avait dit Aïssata. « Non », avait dit Mariama. « Tu ne peux pas. » Une longue silence. « Peux-tu » avait commencé Aïssata. « Je ne sais pas », avait dit Mariama. « C'est honnête, je ne sais pas encore. » Elle avait regardé sa mère fixement.
Mais je suis venue, c'est aussi honnête. Aïssata avait joint ses mains. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait assez pleuré en secret. Elle avait regardé sa fille, cette femme qui était encore une enfant la dernière fois qu'elle s'était tenue dans cette cour, et elle avait vu ce que les années avaient fait d'elle. Quelque chose qu'elle n'avait pas créé, quelque chose qui avait été créé malgré elle. Quelque chose qui, d'une certaine manière, ne pouvait pas pleinement l'expliquer, était une réponse aux prières qu'elle avait dites à la mosquée pour la fille qu'elle avait lésée. Dieu avait répondu, mais pas par son intermédiaire. El Hadji Boubacar Traoré était décédé 3 ans après le départ de Mariama. Sa famille s'était dispersée. Son argent était allé à ses enfants adultes, qui avaient quitté la région depuis longtemps. La grande maison de Ségou avait été vendue. Awa, la femme qui avait laissé la porte de derrière ouverte, avait trouvé du travail chez une autre famille. Elle avait vieilli. Elle avait conservé la dignité discrète et particulière d'une femme qui avait accompli une bonne action sans rien demander en retour. Mariama l'avait retrouvée. Grâce à son réseau de connaissances à Ségou, elle avait retrouvé la trace d'Awa et était allée la voir. La vieille dame avait ouvert sa porte et regardait la jeune femme qui se tenait là. Cela avait pris un moment. Puis la reconnaissance. Puis quelque chose qui avait traversé le visage d'Awa comme une lumière. Mariama lui avait pris les mains. « Tu as laissé la porte ouverte », avait-elle dit. Awa n'avait rien dit. « Je te cherche depuis 3 ans », avait dit Mariama, « parce que je voulais que tu saches qui avait franchi cette porte. » Elle le lui avait dit. Pas tout, juste assez. Le centre, l'université, l'organisation, la conférence à Genève, les programmes. Awa avait écouté, les yeux pleins de larmes. Lorsque Mariama eut terminé, Awa avait dit simplement, calmement, « Bien », un seul mot. C'était suffisant. Mariama avait maintenant 32 ans. Elle dirigeait Gigi depuis un bureau à Bamako, un vrai bureau, dans un vrai immeuble, avec une équipe de 12 personnes. Leur programme était déployé dans 5 régions. Rien que l'année précédente, ils avaient touché 4000 filles. Ils avaient établi un partenariat avec le ministère de l'Éducation du gouvernement. Elle avait pris la parole aux Nations Unies 3 mois auparavant. Elle s'était tenue à la tribune d'un immeuble de New York et avait parlé des filles des villages du Mali, du Sénégal et de Guinée qui avaient besoin de ce dont elle avait eu besoin, une porte ouverte, un nom vers qui se tourner, une femme qui ne posait pas de questions difficiles et qui, avant tout, les nourrissait. Ce jour-là, elle n'avait pas parlé d'elle-même, ni d'où elle venait. Elle en avait parlé. Mais dans chaque mot, elle l'avait porté. Fanta s'était remise de sa maladie. Elle avait 71 ans et vivait toujours à Pelengana. Elle était toujours la personne la plus directe dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle appelait Mariama tous les dimanches. Les appels étaient longs, remplis de nouvelles du village, d'observations sur les gens, de la chaleur particulière d'une relation qui avait survécu à ce qui avait failli la détruire. Aïssata était encore en vie. Mariama venait une fois par an. Leur relation n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Elle ne pouvait pas l'être, car trop de choses s'étaient passées, des choses qu'on ne pouvait plus effacer. Mais c'était quelque chose, une présence, un lien. Mariama n'avait pas pardonné au sens courant du terme. C'est dire sans explication et avec une fin heureuse. Le pardon, dans ce cas-là, ne fonctionnait pas ainsi. Mais elle était revenue. Et elle n'avait pas fermé la porte. Parce que la femme qu'elle était devenue, la femme construite à partir de tout ce qui s'était passé dans cette cour, dans ce bus, à travers ce portail vert, et au fil de toutes ces années de construction, cette femme ne fermait pas de porte. Elle les a laissés ouverts. La façon dont Awa avait laissé la porte ouverte. La façon dont Kadiatou avait laissé la porte ouverte. La façon dont Dieu avait laissé un chemin ouvert, alors que tous les êtres humains dans la vie de Mariama lui montraient des murs. Sa mère avait essayé de vendre son avenir. Dieu avait un autre plan. Et le plan ressemblait à un bus à 5 heures du matin, à une porte verte à Bamako, à une femme qui disait « Mange d'abord, on parlera après », et à une tante qui disait « Tu es bien la fille de ton père ».
Le projet semblait impliquer des années de travail, un diplôme obtenu le soir et une organisation appelée Hope. Au final, ce plan ressemblait à une femme à la tribune à New York, parlant au nom de toutes les filles de tous les villages à qui l'on avait dit que leur avenir ne leur appartenait pas. « C'est à toi », avait-elle dit ce jour-là. « Ça a toujours été à toi. Nul ne peut vendre ce qui appartient à Dieu. » Et la pièce était silencieuse. De la façon dont les pièces deviennent silencieuses lorsqu'une vérité a été dite.